Bonjour à tous, moi c'est Morgane, je suis la personne qui se cache derrière le fil lit et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être un vlog. Aujourd'hui nous allons parler un peu de teinture, vous avez été nombreux à me demander en fait un petit peu comment je m'y prenais, qu'est-ce que je faisais exactement et apprendre les bases de la teinture. Alors comme je vous le dis, hein, je suis pas professionnelle, ce que je vous dis, bah, moi c'est ma façon de teindre, c'est comment j'aime peindre, mais il existe plein de façons différentes, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, je prétends pas être la personne de référence pour la teinture. Bref, tout ça, aujourd'hui je vais donc teindre le fil pour mon pull Fedra d'Audrey Borrego, celui que je veux faire avec mon lavande et ma surie, dans cette couleur-là. Donc, déjà, qu'est-ce que j'utilise comme matériel? Donc, la teinture que j'utilise, moi, c'est de la Dharma et c'est de la teinture acide. Enfin, quand on dit que c'est de la teinture acide, c'est la façon dont prend le pigment dans la laine. Ce n'est pas une teinture avec de l'acide ou je sais pas ce qu'on pourrait penser avec cette dénomination, mais en fait, il faut que le milieu dans lequel on va mettre les pigments, pour qu'ils se fixent, il faut que ça soit un milieu acide. Donc il y a plusieurs moyens d'acidifier un milieu. Le plus commun et le plus accessible, c'est d'utiliser du vinaigre blanc, tout simplement. Donc, mais il n'y a rien de chimique, il n'y a rien de dangereux en soi. Il existe d'autres moyens, il me semble qu'il y a l'acide citrique qu'on peut trouver en pharmacie par exemple, mais bon, disons que le résultat, il y a besoin d'un peu moins d'acide citrique que de vinaigre blanc par exemple en termes de quantité, mais en soi c'est plus compliqué à trouver, c'est plus cher, le plus accessible reste le vinaigre. Et le vinaigre blanc pour éviter de teinter votre laine. Logique. Pour tout ce qui est donc pigments, moi j'utilise la Dharma parce que j'aime bien leur panel en fait de couleurs, mais il en existe d'autres, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là spécifiquement. Par exemple, il existe la Ashton, je sais qu'il existe la Jacquard, il me semble qu'il y a de la Greener Shade aussi, enfin il y en a beaucoup. Après c'est à vous de potentiellement tester si ça vous intéresse, de voir aussi les gammes de couleurs qu'ils peuvent avoir. Et donc après chacun teste, je sais qu'il y a tout le monde utilise, je sais que par exemple Bulbe Bizarre utilise de la Dharma parce que je l'ai déjà vu dans son atelier, mais je crois que par exemple Squirrel Yarn utilise de la Greener Shade. Donc les résultats sont très beaux dans les deux cas. Donc après c'est vous, votre préférence, la façon sur le site où vous allez la trouver, est-ce que en termes de quantité, est-ce que vous allez avoir une préférence sur les contenants? Je sais que la Dharma, il existe trois contenants. Le premier, ça c'est de la 50 grammes, il existe en 100 grammes et je crois en 500 grammes. Donc moi je sais que par un pot de 50 grammes, je l'ai acheté il y a maintenant, j'ai commencé à atteindre il y a environ 4 ans, je dirais 4-5 ans. J'ai acheté des pots de 50 grammes, je les ai toujours, hein, et ils sont pas finis, loin de là. Par exemple là c'est mon Intense Iris, donc c'est la couleur que je vais utiliser pour ma surie. Et vous voyez, j'ai encore tout ça dans le pot, hein. On utilise, en fait, pour un écheveau, on va pas utiliser tant de pigments que ça, mais c'est sûr que pour des teinturières professionnelles qui font une centaine d'écheveaux par exemple sur une journée minimum, eh ben oui, ça va utiliser beaucoup de teinture. Mais pour en tant que particulier, on en utilise assez peu au final, vous verrez, je vais vous montrer moi ce que je mets et comment je m'y prends. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai déjà un écheveau de lavande. Donc j'ai 425 mètres, il me faut 1200 mètres. Donc je vais teindre deux autres écheveaux en plus de ma mérino nylon dans mon lavande. Et il me faut aussi 1200 mètres de laine en surie. Donc je vais teindre 4 écheveaux en Intense Iris de surie pour avoir mes 1400 mètres. Donc comment je les prépare? Pour pouvoir les attraper déjà, à chaque fois je mets toujours un zip tie. Alors là, c'est mon dernier en petit qui me reste. Mais j'en ai d'autres qui sont très grands. Il faut vraiment que je m'achète des zip ties réutilisables. C'est quand même plus écologique et c'est mieux. Mais bon, en attendant, j'ai ceux-là, je les utilise. Et donc, je fais ça sur tous mes écheveaux. Une fois que vos zip ties sont mis sur tous vos écheveaux, là, moi, ce que je veux, c'est une couleur qui va être globalement uniforme. Je veux presque un solide, en fait. Donc, le mieux
pour ça, enfin, moi je trouve par rapport aux expériences que j'ai pu faire, c'est de mouiller et de faire en sorte que vos écheveaux soient bien humides et que l'eau est pénétrée dans tous les chevaux, dans toutes les fibres. Donc pour ça, il va falloir les tremper. Et moi, je les fais tremper donc, dans un bain d'eau froide, température ambiante, et de vinaigre. J'ai pas de dosage spécifique pour le vinaigre, je mets un peu à l'œil dans mon bac, et après, si je vois que par exemple ma teinture prend mal quand je cuis mes écheveaux, je rajoute un peu de vinaigre pour activer la teinture. Donc, il n'y a pas de dosage spécifique, c'est à vous de voir, mais en gros, quand même, n'hésitez pas à en mettre. Hein, le vinaigre, c'est acide, mais pas tant que ça. Donc, si on veut quand même avoir une acidité qui puisse permettre la fixation des pigments, il faut quand même en mettre un petit peu. Donc, voilà, les zip ties, pour pouvoir les attraper facilement, on va aller mettre tout ça au bain. Et je reviens après. Maintenant que j'ai fait couler l'eau dans mon évier, vous voyez hein, à peu près ici. Hein. Donc après, c'est ajusté en fonction de la quantité de laine que vous faites tremper. Plus vous allez mettre de laine, plus forcément il faudra d'eau dans votre bac. Donc c'est pour ça que moi, à l'heure actuelle, j'ai pas de plus grand bac que mon évier, en fait, de la cuisine. Donc j'évite de l'utiliser et de le monopoliser quand on a besoin de faire à manger ou quoi. Vous pouvez très bien faire tremper vos écheveaux, par exemple, la veille. Vous pouvez le faire toute une nuit, comme ça, par exemple, si comme moi, vous utilisez un évier, et ben pendant la nuit, c'est pas grave, il servira pas, ça dérange pas qu'il soit monopolisé. Et vous pouvez comme ça faire tremper vos écheveaux et vous êtes sûr que le lendemain matin, vos écheveaux soient bien humides, ils ont bien pris l'eau et bien pris le vinaigre. Globalement, moi, je fais en général teindre au minimum 2 heures. Je fais tremper mes écheveaux au minimum 2 heures. Et après plus ou moins longtemps, je sais pas si... Je pense que moins, c'est aussi valable. Hein. J'ai jamais vraiment testé, je suis contente avec 2 heures. Je trouve que la teinture, quand je veux des solides comme ça, je trouve qu'avec 2 heures, en tout cas de trempage, j'ai une belle répartition des pigments. Donc je suis toujours restée sur 2 heures. Après, vous pouvez tout à fait tester. Hein. De toute façon, le but de la teinture, moi, ce que j'aime, c'est de tester des nouvelles façons de faire, des nouvelles formules. J'avais testé aussi de faire de la teinture en n'ayant pas pré-trempé mes écheveaux. Donc, en fait, la laine va se mouiller au contact de l'eau pigmentée. Et donc, en fait, en fonction de la zone qui va prendre plus ou moins l'eau, rapidement, et on va avoir des variations de couleurs, ça peut être très joli. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez, faut tester. Hein. Moi, c'est comme beaucoup de domaines, je pense que quand il s'agit de créativité comme ça, il faut vraiment tester, essayer, voir ce que vous aimez comme type de teinture. Donc là, je vais rajouter un peu de vinaigre. Donc voilà, hein, j'ai acheté ça à Casino, c'est un vinaigre blanc classique, hein, j'ai pas de marque spécifique, il n'y a rien de particulier, hein, voilà. Donc voilà, je referme, et après je prends mes écheveaux, et je les mets à tremper. N'hésitez pas à bien appuyer un petit peu pour imprégner l'eau dans la laine, parce qu'elle a tendance à rester au-dessus de l'eau. C'est grâce à l'air en fait qui est emprisonné entre les fibres, hein, donc elle ne va pas couler directement tant que vous n'avez pas éliminé en fait l'air qu'il y a entre les fibres de la laine. Vous pouvez tout à fait mélanger les types de laine à tremper. Hein. Vous en fichez, c'est de la laine, hein, ça va pas. C'est pas comme si vous faisiez de la teinture ou quoi que ce soit. Là, c'est juste du trempage. Juste le but, si vous faites tremper plusieurs écheveaux en même temps, c'est de bien savoir quel type de laine vous avez. Par exemple, si vous avez 2 laines fingering Merino typique retordu classique, par exemple, je sais pas, de la 100% Merino et de la 75-25 avec du nylon, ça peut être un peu compliqué de les différencier. Là, moi, par exemple, le suri, le nylon, j'ai pas trop de problème pour voir qui est qui. Par contre, c'est vrai que si vous avez 2 laines qui se ressemblent beaucoup, ça vaut peut-être plus le coup de les séparer pour le trempage, comme ça vous vous trompez pas. Mais si vous avez de la single du mohair, par exemple, vous allez bien voir qui est qui et il n'y a pas de problème. C'est vraiment juste une question d'organisation si vous devez séparer les laines. Mais si comme moi, c'est bien visible
vous pouvez tout à fait les mettre dans le même bain de trempage, ça ne changera rien. Le principe, c'est surtout de bien adapter la quantité d'eau pour que toutes vos laines soient immergées et puissent tremper sereinement. Donc voilà, là maintenant je vais laisser tremper ça pendant 2 heures à peu près. Et puis bah pendant ce moment-là, alors comme je vous dis, hein, soit vous faites ça la veille, sinon vous faites ça comme moi le matin. Et bah vous faites autre chose à côté, hein. Par exemple là moi je vais aller vite fait prendre ma douche, je vais commencer à faire les montages des vidéos, je vais aller regarder pour voir les photos s'il y a des choses à rajouter sur mes pages Ravelry, etc. Donc vous vous occupez hein, autant de temps que vous voulez. À tout à l'heure. On se retrouve environ 2 heures après que j'ai terminé de faire tremper, que j'ai mis à tremper pardon, mes écheveaux. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va passer vraiment à la partie teinture pure. Là c'était toute la partie préparation, maintenant on va teindre vraiment. Donc pour ça, n'oubliez pas, c'est quand même un peu, enfin c'est de la teinture, ça tâche, etc. Donc n'hésitez pas à mettre des équipements de protection comme les gants. Ce que j'ai un peu de mal à faire, c'est pas très bien. Et normalement, c'est mieux aussi de mettre un masque quand même, parce qu'il peut y avoir des dégagements d'odeurs, de chimiques qui peuvent prendre un peu à la tête. C'est mieux de filtrer normalement les odeurs, et donc de porter un masque. Je n'en ai pas, pour le peu que j'en fais, je trouve pas ça nécessaire. J'ai une pièce qui est bien ventilée, ma fenêtre est juste à côté, je l'ouvre en grand, j'ai la hotte au-dessus si nécessaire, donc bon, c'est mieux de mettre un masque, je n'en mets pas. Faites pas comme moi. Bon, je vais quand même mettre les gants. Donc moi, ce que j'utilise comme élément pour teindre, globalement, j'ai cette casserole, un peu profonde. Ça, je m'en sers surtout pour les teintures, pour essayer de faire des couleurs unies, les solides ou semi-solides avec un petit peu de variation assez légère. Je fais ça là-dedans. Sinon, j'ai un plateau type cantine en fait. Il n'est pas très haut d'ailleurs, il faudrait que j'en achète un autre qui est un peu plus haut quand j'ai besoin de mettre plus d'eau. Mais bon, voilà, ça c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez utiliser. Moi je m'en sers beaucoup, surtout pour les coloris très variés, à speckles, voilà, pour les mélanges de teinture sur un même écheveau. Vaut mieux utiliser ça, c'est plus pratique. Mais après, c'est aussi faisable là dedans, c'est juste que dedans je peux mettre maximum 2 écheveaux où je vais pouvoir répartir la teinture, alors que dans celui-là je peux en mettre 4-5 d'un coup. Donc c'est pour ça qu'il est plus pratique, mais c'est aussi faisable là-dedans, c'est juste une question de préférence et de façon dont on va travailler. Moi là je sais ce que je vais utiliser, mais j'ai toujours au cas où des petits restes de laine, etc. Parce que mes teintures là je les connais, mais des fois bah, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une couleur ou un pigment, et donc bah, je sais plus exactement comment il va rendre, donc je teste toujours sur des petits bouts de laine. C'est pour ça que j'ai toujours des restes, des bouts de fil neutres, etc. qui sont pas loin de moi. Pour faire mes mélanges, donc pareil, ça dépend de la technique que vous allez utiliser. En fonction du rendu que vous voulez, vous allez diluer ou non vos pigments.
dans une plus ou moins grande quantité d'eau. Donc moi, pour les diluer, j'utilise des pots en verre. C'est des anciens pots de confiture, de sauce tomate, etc. Parce qu'en fait, je les connais, les contenances. Dans celui-là, je peux mettre 750 ml, dans celui-là, c'est 500 ml d'eau. Donc je peux faire mes mélanges et par exemple, alors quand on fait de l'uni, on s'en fiche un petit peu. C'est surtout une quantité de pigments qu'il faut mettre pour le nombre des chevaux que vous voulez. Enfin en tout cas, moi c'est comme ça que je fais. Par contre, quand je fais des coloris variés sur l'autre, il me faut une quantité d'eau spécifique que je vais répartir sur les échevaux. Donc c'est pour ça que c'est bien de savoir, parce qu'en fonction de la quantité d'eau, je ne vais pas mettre la même quantité de pigments. Voilà, mais encore une fois, tout ça c'est des tests à faire. Si vous voulez faire un peu de teinture, il faut vraiment que vous essayiez pour trouver votre méthode spécifique. Moi je fais comme ça, parce que ça me convient, mais après, peut-être que vous, ça vous conviendra pas du tout, que vous allez trouver une autre technique qui vous convient mieux, ou le rendu peut-être que moi je vais avoir avec ma technique ne vous conviendrait tout simplement pas. Et pour mélanger donc mes pigments, j'utilise des pics en bois, un classique qu'on trouve un peu type pour faire des brochettes, bien sûr. Et j'ai des mini cuillères doseuses comme ça. Donc moi en fait, vous pouvez le faire aussi au poids, c'est-à-dire que vous pouvez peser la quantité de pigments que vous allez mettre dans votre eau. Donc pour ça il vous faut une balance de précision. Moi j'en ai pas, enfin elle est précise mais pas à ce point, surtout qu'on met assez peu de pigments, vous allez voir. Donc moi mes petites cuillères ça marche bien, je sais combien je mets de cuillères pour ma quantité d'eau. Et voilà. Je vous prépare mon petit atelier. Je vous montre comme ça comment je mélange mes pigments, etc. Je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai préparé mon plan de travail. Donc, bon, même si c'est de la teinture, que globalement ça part bien, ça n'accroche pas sur les plans de travail et sur les éléments de cuisine de manière générale, je préfère éviter quand même que les pigments puissent rentrer potentiellement en contact avec le plan de travail, parce que c'est là où je cuisine, vu que c'est ma cuisine, que j'ai pas d'autre endroit. Donc je préfère mettre un torchon en dessous. Après, pour tout ce qui est torchon, ne vous inquiétez pas, en fait cette teinture là à acide, en tout cas cette gamme de Dharma, ne teint que les fibres animales. Les fibres animales, et donc tout ce qui est végétal ne sera pas teint, ou alors en tout cas il va y avoir une tache, mais ça va partir au lavage. Donc c'est pour ça qu'en général, normalement sur vos vêtements, si vous portez du coton par exemple, il n'y a pas de risque. Si vous préférez, mettez un tablier ou quoi, on sait jamais, mais normalement il n'y a pas de raison que ça parte pas. Donc c'est pour ça que je mets toujours un torchon. Je sais qu'aussi il existe maintenant des gammes, alors je sais pas s'il existe chez toutes les marques de teinture, mais en tout cas chez Dharma, je sais qu'il existe une gamme qui permet de colorer les fibres végétales. Alors je sais pas si elle fait végétal et animal, mais en tout cas il existe une gamme exprès pour les fils végétaux. Honnêtement, pour le peu que je teins en fils végétaux, je ne trouve pas ça intéressant pour moi de changer toute ma gamme en fait de teinture. À la limite, si jamais je dois racheter des teintures et que la gamme fait aussi bien les fils animaux et végétaux, là je pense qu'il y a de chances que je l'achète, mais je vais pas changer, ou en tout cas racheter un deuxième pot de pigments alors que j'ai encore ceux-là qui sont pas forcément très entamés. C'est pour ça peut-être qu'en fonction de vous, si vous voulez investir un petit peu, ça vaut le coup de se poser la question. Donc je vous préviens que ça existe. Donc aujourd'hui, moi je vais utiliser mon coloris Hyacinthe, je sais pas si on le voit bien, et mon coloris Iris Intense. Donc ça sera pour mon suri, et celui-là c'est pour reteindre mon écheveau de mérino nylon. Bien entendu, je reteins un écheveau, enfin c'est un autre bain en fait que je vais faire pour mon mérino nylon. Il va y avoir un écheveau d'un premier bain, et là 2 écheveaux d'un deuxième bain. Il y a toujours un risque qu'effectivement il y ait une différence en fait au niveau de prise des pigments. Donc forcément entre les écheveaux il peut y avoir des différences. Dans ce genre de cas, je vous conseille de fortement alterner vos écheveaux. Moi je vais l'utiliser en duo avec de la suri, qui sera plus foncé.
Donc s'il y a vraiment un souci de différence entre les écheveaux, ça sera déjà bien atténué parce qu'il y aura la surie. Et en plus, je pense que j'alternerai mon écheveau de mon premier bain avec un écheveau de mon deuxième bain. Au moins, je suis sûre, il n'y aura pas de risque. Dans tous les cas, vaut mieux quand c'est de la teinture à la main, surtout les premières fois où vous n'avez pas trop l'habitude, vous ne savez pas si le résultat sera identique partout, alternez bien vos écheveaux. Donc, j'ai rempli mon petit pot avec de l'eau tiède, hein, voir si vous pouvez faire un petit peu d'eau un peu chaude. Les pigments en général se dissolvent mieux. Donc là, moi, la première fois lors de ma teinture, j'ai utilisé donc 2 petites cuillères pour un écheveau. Donc là, j'ai besoin de teindre 2 écheveaux, je vais mettre 4 cuillères de teinture. Vous voyez, je mets à ras-bord ma petite cuillère dans l'eau, je répète. Cette cuillère, je la garde de côté, au cas où j'ai besoin d'en remettre. Bon, normalement non, hein, mais on sait jamais. Et je touille. Je mélange mes pigments dans mon eau. Je mélange bien. Alors, si vous avez un récipient qui se ferme bien, qui est hermétique, n'hésitez pas à bien secouer, hein, ça mélangera mieux que moi. Mais là, mon pot n'est pas hermétique, donc je prends cette méthode et je prends mon mal en patience le temps que ça se dissolve. Autre chose, si vous utilisez des casseroles, des cuillères, des pots, etc., c'est de la teinture acide, c'est dangereux, il ne faut pas que ça rentre en contact avec potentiellement des aliments que vous pouvez ingérer, que ce soit vous, que ce soit vos animaux, etc. Donc tous les éléments que vous allez utiliser pour la teinture, il faut la réserver uniquement pour la teinture. Voilà. Donc je touille, je vous reprends. J'ai fini donc de faire mon préparatif, mon pigment s'est dilué dans l'eau, donc j'ai préparé ma casserole. Je l'ai mis au feu le plus doux possible, le but n'étant pas de faire un choc de température, ce qui pourrait feutrer la laine, surtout si elle n'est pas super wash. Tout ce qui va être choc de température, le fait de manipuler et de tordre vos écheveaux, d'avoir une action mécanique assez forte, ça peut feutrer vos écheveaux, donc faites attention à ça quand vous les essorez par exemple. Pressez l'écheveau mais ne le tordez pas. Donc j'ai mis un peu d'eau dans ma casserole. Ça, la quantité d'eau pareil, hein, c'est comme c'est en fonction de votre quantité d'écheveau hein, que vous devez ajuster. Moi j'ai mis, je sais pas, je dirais bien un tiers de ma casserole. Ensuite, donc là, moi vu que je veux faire des écheveaux unis, je vais directement verser mes pigments dans l'eau. Voilà, je mélange bien, j'homogénéise pour que le pigment soit réparti dans toute ma casserole. Et donc, mes écheveaux préalablement essorés. Pardon pour le bruit. Je les plonge. Voilà. J'hésite pas à remettre en place. Même je pense que là, j'ai pas mis assez d'eau. Mais bon, ça devrait aller. Donc là, maintenant, le but, c'est de faire pénétrer les pigments dans la laine et de faire en sorte qu'ils se fixent. Donc la montée en température va aider la fixation des pigments et l'entrée des pigments dans la laine qui est préalablement mouillée. Et l'acide va aussi jouer ce rôle, le fait d'avoir une base acide. J'ai mis de l'eau, j'ai rajouté un petit peu de vinaigre hein, quand même au cas où. Et maintenant on va attendre que le pigment qui est dans l'eau disparaisse complètement. Je vous montre le résultat une fois que c'est fini. Voilà les écheveaux sortis d'eau et essorés. Comme vous pouvez le voir par exemple ici, la teinture a pris complètement différemment de la première fois. J'ai une zone qui est très foncée avec même un effet un peu speckles dessus, avec des zones très claires, très foncées. Je retrouve ça par contre sur mes deux écheveaux.
par exemple ici sur le deuxième, on a un résultat qui est un peu similaire, qui est beaucoup plus foncé avec un effet speckles, que par exemple, je n'ai pas du tout sur mon premier écheveau, qui lui a des zones plus foncées, mais pas aussi foncées que sur celle-là. Alors aussi, faire attention, hein, entre une laine, un coloris qui est sec et un coloris mouillé, le coloris mouillé sera toujours plus foncé. Donc des fois, vous dites oui, la couleur est parfaite, c'est exactement ce que je voulais, mais en fait, quand elle va sécher, vous allez vous rendre compte que la couleur est beaucoup plus claire que ce à quoi vous vous attendiez et ce que vous vouliez. Donc des fois, bah, ça m'est déjà arrivé, moi j'ai fait des sessions de teinture où je faisais 2-3 bains pour finalement arriver à la couleur que je voulais. Ça m'arrive beaucoup sur les couleurs foncées. Pareil, l'effet très nuancé qu'on peut avoir, c'est aussi dû au fait que ça soit des pigments qui soient clairs. Quand il y a peu de pigments et que c'est une couleur claire, vous allez... En fait, la disponibilité en pigments par rapport à ce que peut absorber la laine va être inférieure. Donc, s'il n'y a pas assez de pigments, comparé à ce que peut prendre la laine, bah forcément, vous allez avoir des nuances. Si vous saturez votre laine en pigments, effectivement, là, il y aura beaucoup moins de chances qu'il y ait des zones où il manque des pigments, où la laine n'aura pas eu le temps de capter les pigments. Donc ça, c'est les particularités de la laine teinte à la main, c'est que, bah, vu que c'est pas en industriel, surtout si vous voulez des coloris clairs, vous n'allez pas forcément saturer, ben, vous allez avoir des différences de couleurs et de nuances. Je vous place pour faire la deuxième couleur. Nous revoilà sur le plan de travail. Donc maintenant, on va passer à la suie avec le iris intense. La dernière fois que j'ai teint cet écheveau, c'est un écheveau de 100 grammes. Pour 100 grammes, j'ai utilisé 8 petites cuillères. Ça fait beaucoup de cuillères, hein. C'est vraiment une grosse différence. Et vous voyez aussi, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus foncée et plus intense. Là, c'est des écheveaux de 50 grammes la suie. Donc je vais mettre moitié moins. Je vais mettre 4 cuillères par écheveau. Donc, vu que j'en ai 4, 4 x 4, 16. On va mettre 16 petites cuillères dans le même bocal hein, pour dissoudre, enfin diluer, oui, dissoudre le pigment. Voilà, les 16 petites cuillères sont mises. Donc maintenant, il va falloir un petit peu touiller la préparation pour diluer au maximum les pigments. Surtout que là, il y a beaucoup de pigments, donc ça va être un petit peu long. Aussi, petite chose, la teinture, vous allez voir que les coloris clairs où il y a peu de pigments, ça se dissout et ça se dissout plus vite, mais aussi ça se capte plus vite par la laine lors de la cuisson. C'est normal, il y a moins de pigments, donc forcément, comme je vous disais, vous saturez moins la laine, donc c'est qu'il y a plus d'endroits où vous pouvez capter des pigments, donc forcément, la laine l'accepte très bien et ça passe très vite. En général, pour les coloris assez clairs, en moins d'une demi-heure, vous avez réglé votre problème, c'est cuit et tout, vous pouvez passer au lavage. Pour les coloris, comme je suis en train de faire très foncé, des fois ça nécessite plusieurs bains d'ailleurs, et en plus, le temps que toute la laine absorbe les pigments, parce que là en fait vous allez avoir un excès de pigments par rapport à la quantité que peut accepter la laine, donc en fait vous essayez de... Le début ça va aller vite, et plus vous allez vouloir avoir une couleur intense, plus en fait vous voulez avoir de pigments par endroit, plus la laine va avoir du mal à l'accepter et ça va prendre du temps. Ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin d'avoir une cuisson qui dure plus de 2-3 heures. C'est pour ça qu'en général je fais les coloris plus foncés à la fin. Je commence par les coloris plus clairs et après je fais les foncés. Après c'est une question d'organisation, c'est juste que moi je préfère. Vous vous arrangerez comme vous voudrez. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, le fait de faire plusieurs bains, des fois ça peut aider parce qu'en fait vous allez donc nettoyer votre laine entre temps et après vous allez la replonger dans des bains de couleurs et les zones qui n'auront pas capté seront à nouveau libres et pourront capter plus facilement. Pareil, la chaleur en fait active le fait de capter les pigments. En fait tout simplement c'est parce qu'il y a
les atomes, c'est un point de vue chimique en fait, hein. Les atomes bougent plus quand la température est plus élevée, donc forcément vous allez avoir une mise à disposition qui va être plus facile pour la laine parce qu'il y aura un mouvement des atomes qui se fait plus facilement grâce à la chaleur. Mais bon, ça c'est des principes chimiques classiques de base. Voilà, je finis de touiller et je vous reprends quand je plonge mes écheveaux. Donc voilà, ma solution est prête. J'ai changé l'eau de ma casserole. Alors vous pouvez garder la même eau, hein, parce que normalement, vous voyez, elle est aussi transparente qu'à la fin du bain de l'autre couleur. Sauf qu'en fait, l'eau était chaude pour moi. Donc vu que je n'ai pas envie de créer un choc thermique, j'ai changé l'eau. J'ai rajouté du vinaigre, j'en ai mis un peu plus que pour ma première teinture, parce que les colorants étant plus intenses, il y a plus de pigments, vaut mieux rajouter un peu d'acide pour être sûr que ça active la teinture. Donc, comme la première fois, hein, je vais mettre ma solution dans ma casserole. Donc vous voyez, hein, c'est bien foncé, là pour le coup, c'est bien noir. Enfin, ça paraît noir, mais c'est bien violet. Hop. Et je vais mettre donc mes 4 écheveaux dessus. Je vais essayer en tout cas de les mettre en même temps. C'est difficile avec une seule main. Et hop, on trempe tout. Voilà. C'est bien foncé. N'hésitez pas à malaxer un petit peu pour essayer de répartir, d'ouvrir un peu les chevaux, parce que la laine, surtout le suri, c'est très poilu. Ça se colle, les fibres se collent entre elles, ça se mélange. Et du coup, il peut y avoir des endroits où les chevaux c'est pas assez ouvert et la teinture n'accède pas. Et donc vous aurez des zones blanches. Bref. Mais donc, vous voyez, hein, c'est bien foncé, il y a beaucoup de pigments. Donc, voilà. On va, maintenant que j'ai bien réparti, que j'ai un peu mélangé partout. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des gants, parce que moi j'utilise beaucoup mes mains pour faire ça. Vous pouvez le faire avec des ustensiles, hein, genre des pinces, des choses comme ça qui existent. Moi j'aime bien, je suis très manuelle, donc je fais beaucoup comme ça. Voilà. Et maintenant on va laisser chauffer. Donc je préfère quand même recouvrir. Et le suri par contre, je vais venir vérifier régulièrement pour éviter que l'eau boue en fait et que ça m'abîme mes écheveaux. Donc je vous dis à tout à l'heure. Retour à la teinture. Donc là ça fait environ 1 heure, même presque 1 heure et demie que ma suri est en train de cuire. Et voilà ce qui se passe exactement. C'est que voilà, c'est une laine qui est très poilue, les fibres s'accrochent beaucoup entre elles, et donc par exemple là, la teinture n'a clairement pas atteint le cœur de l'écheveau. Alors qu'à d'autres endroits, je ne sais pas si on va le voir là par exemple, c'est très foncé, ça a pris beaucoup de pigments. Donc, et si vous voyez, dans mon eau, je n'ai presque plus de pigments. Elle est quasi transparente. Et quand on la voit un peu sèche, pour moi, elle est trop claire à l'heure actuelle. C'est pas ce que je veux une suri plus foncée. Donc, tout simplement, je vais retirer mes écheveaux et je vais remettre du pigment dans l'eau et je vais remettre à cuire encore. Donc là, je sais pas, je vais peut-être pas remettre 4 cuillères par écheveau parce que j'ai quand même peur que ça fasse un peu trop. Je vais certainement rajouter 2 cuillères par écheveau, on va dire, on va faire un compromis. Donc je vais rajouter 8 cuillères. 8 cuillères de pigment et on va recommencer à cuire. Et là, je suis à 1 heure et demie, j'ai arrêté le feu au bout de 3/4 d'heure à peu près de cuisson parce que l'eau avait atteint une température qui est largement suffisante. Et donc l'eau étant toujours chaude, à partir du moment où la fibre reste dans le bain, et ça continue de cuire quand même, hein. Tant que l'eau est chaude, c'est bon. Après, même si l'eau devient plus froide, hein, la réaction continue à se faire, c'est juste qu'elle se fait beaucoup plus lentement. Donc voilà, je vais rajouter ça, je vais rajouter mes pigments, je vais relancer la cuisson et je vous retrouve quand elle sera définitivement finie.
Nous voilà à la fin de l'étape de cuisson de nos échevaux. Donc comme vous voyez là, la teinture a bien pris. J'ai bien fait d'augmenter la quantité de pigment. Pour celle-là, elle a vraiment la couleur que je veux. En tout cas, mouillée, ça ressort comme j'aime. Donc maintenant, à voir quand ça sera sec, si ça garde cette intensité. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc on va passer à la dernière étape. On va commencer par laver les laines les plus claires. Petite chose aussi avant de laver vos laines, vu que vous les lavez à température ambiante, à peu près plutôt température froide ou température ambiante de l'eau, laissez bien reposer vos écheveaux, qu'ils baissent en température pour ne pas encore une fois provoquer de choc thermique, mais du coup ce coup-ci inverse, c'est-à-dire de passer des écheveaux qui sont encore chauds à une eau qui est trop froide. Donc en plus je commence toujours par les laines claires, comme ça si jamais ça ne dégorge pas, je peux utiliser aussi le bain de teinture, enfin pardon, le bain de lavage pour mes écheveaux plus foncés. Comme ça j'utilise qu'un seul bain de lavage, ça c'est pour économiser un petit peu d'eau quand même. Enfin, c'est déjà assez gourmand et pas très écologique la teinture pour ça, donc on va éviter de gaspiller de l'eau pour rien. Donc voilà, j'aime beaucoup cela, j'aime bien les nuances, je trouve ça très sympa. J'ai hâte de les voir secs. Donc, j'ai déjà rempli mon évier avec de l'eau et du savon, enfin de la lessive laine. Donc là, en fait, la lessive va permettre d'arrêter le processus et de neutraliser en fait la base acide qu'il y a encore dans les échevaux avec l'eau où il y a le vinaigre. Donc la lessive étant légèrement basique, ça va contrebalancer et ça va permettre de finir de fixer. Et si les pigments sont pas bien fixés, c'est à ce moment-là qu'ils vont dégorger en fait. C'est pour ça qu'il est très important de faire un bain de lavage. Bon, a priori, à première vue, vous voyez, l'eau n'est pas en train de se teinter avec le lavande. Donc lui, c'est bien. Ça veut dire que les pigments ont bien fixé, qu'il n'y a pas de surdose en fait de pigments. Donc voilà. Je vais quand même laisser tremper environ un quart d'heure, une demi-heure, pour bien que la lessive entre dans la laine. Et après, je vais faire la même chose avec les autres écheveaux, les violets foncés. À tout à l'heure. Retour sur le lavage du coup de la deuxième couleur. Donc je suis contente, ça fait déjà 10 minutes à peu près qu'elle est en train de tremper cette couleur. J'avais vraiment peur que cette couleur dégorge pour le coup, mais comme vous voyez, l'eau n'a pas du tout de pigment violet. Donc je suis très contente, c'est-à-dire que j'ai bien fait mon étape de cuisson. Ça a bien marché, ça a bien fixé. A priori, j'ai pas surdosé non plus, donc en fait, il me restait rien dans ma casserole hein, après, à la fin de la cuisson. Donc déjà, c'est un bon indicateur. Et ensuite, là, au lavage, on voit qu'il n'y a rien qui dégorge, donc c'est très bien. Je suis super contente. Ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Donc je vais encore laisser un petit peu tremper pour être sûr que la réaction chimique s'est bien arrêtée grâce à la lessive. Mais voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la dernière étape. Dernière donc partie maintenant, c'est le rinçage. Bah oui, parce que vous avez quand même utilisé de la lessive, donc le mieux c'est de rincer sa laine une dernière fois avec de l'eau claire pour éliminer tous les résidus de lessive qui peut rester. Donc bon, moi j'ai une douchette, c'est très pratique, donc je vais faire ça. Je vais vous le montrer sur ces écheveaux là en accéléré. Et puis comme ça vous voyez un petit peu comment je m'y prends, la quantité d'eau entre guillemets que je peux utiliser, mais en soi c'est l'étape assez rapide. Voilà, c'est suffisant. Du coup par rapport, alors maintenant comment j'essore mes écheveaux. Alors on évite de les tordre, à la limite je les plie en plusieurs et j'appuie. Je presse au maximum, mais j'évite tout frottement possible. On va
essayer de limiter la force mécanique que on peut appliquer sur vos laines pour éviter que ça feutre, dans tous les cas. Voilà. Et là, vous avez un écheveau qui est déjà bien moins humide que tout à l'heure. Il est aussi possible, alors moi je ne l'ai jamais fait, j'ai entendu que c'était possible, je ne sais pas si ça marche bien, si ça abîme pas vos écheveaux, mais sachez qu'on peut les mettre dans un sac qui protège et qui va dans la machine pour éviter qu'il y ait trop de frottement, et le mettre sur une fonction essorage, c'est aussi possible. Et ça c'est pour éliminer le maximum d'eau et que ça sèche le plus vite possible. Bon, moi à Marseille, j'admets que ça sèche très vite. J'ai pas besoin de faire ça en fonction essorage. C'est vrai qu'en hiver, ça peut être pratique. Mais voilà. Résultat de cette fin de teinture. Donc, mes 2 écheveaux lavande. Donc ça, c'est ceux que j'ai teints aujourd'hui. Et ça, c'est le résultat avec le premier. Je suis contente du résultat. À l'œil comme ça, on dirait pas que c'est 2 bains différents. Je pense quand même qu'il y a des zones peut-être plus foncées, quoique franchement, je pense que c'est à peu près pareil. La laine a pris la teinture de la même manière, j'ai l'impression. Donc, à voir une fois tricoté. Mais je vais alterner quand même au moins le premier bain avec le deuxième. Mais je suis quand même contente du résultat, j'aime bien. Ça a l'air assez similaire en tout cas. Voilà pour première teinture. Et le résultat sur ma souris. Donc j'aime beaucoup la couleur, elle est super belle, elle est bien foncée comme j'aime. Bon, il y a toujours un peu des endroits un peu plus clairs, un peu plus foncés. C'est normal. Hein. Je pense en plus que j'ai pas une super grande casserole, donc je pense que ça aide pas pour répartir, pour bien ouvrir les écheveaux dans l'eau. Et donc c'est aussi ce qui fait que j'ai ce résultat qui peut être assez varié sur sur un seul écheveau. Mais globalement, la couleur est vraiment belle. En tout cas, c'est ce que je voulais. Maintenant, j'ai plus qu'à les tricoter, voir ce que ces 2 couleurs donnent ensemble. Mais le résultat est vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi j'aime beaucoup, c'est vraiment mes couleurs. En tout cas voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir le monde de la teinture que vous connaissiez peut-être plus ou moins. Voir un petit peu, comme ça vous avez aussi une idée de ce que fait une teinturière. Comment on dit? Zut, je perds mes mots. Une teinturière professionnelle mais artisanale, hein. Qui ne passe pas par des grosses entreprises type Fonty ou autre. C'est quand même beaucoup de travail, comme vous avez pu vous en rendre compte. Les pigments, même s'il existe différents formats, c'est un investissement au départ. C'est quand même, c'est pas forcément donné. Pareil pour la laine, même si c'est pour nous, mais ça reste quand même aussi un investissement à faire. Globalement, ça prend beaucoup de temps, comme vous avez pu le voir. Là, sur une journée, j'ai fait 6 écheveaux. Alors oui, vous allez me dire, les personnes qui font ça de manière professionnelle, elles peuvent en faire plus d'un coup, etc. Elles ont un équipement adapté. Oui, mais encore une fois, ça reste aussi un investissement. Pour moi, par exemple, je ne pourrais pas me le permettre à l'heure actuelle, et de toute façon, je n'en ai pas forcément l'envie non plus. Mais c'est beaucoup de travail, que ça soit d'un point de vue personnel comme moi dans mon petit coin. Si vous avez envie de tester, ça sera certainement aussi un peu comme ça. Mais ça vous donne quand même une bonne idée du travail global que va faire une teinturière au quotidien avec vos écheveaux, vos précommandes ou lors de grosses sessions de teinture. Ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie. Et là, je vous ai montré une teinture facile, hein. C'est-à-dire que j'ai même pas cherché à faire de mélange de pigments, j'ai pas cherché à faire des speckles, j'ai pas fait de grosses difficultés ou d'écheveaux variés. C'est vraiment du basique. C'est une façon de faire des écheveaux basiques et ça prend quand même du temps. C'est aussi donc beaucoup de dépenses, l'air de rien, parce que l'eau, il faut la payer. Le gaz, l'électricité pour la cuisson, c'est aussi que c'est une dépense. C'est tous des coûts qu'il faut prendre en compte et que les teinturières ont, hein, bien entendu, comme vous et moi. Et c'est pour ça que j'espère, d'une certaine manière, vous avez aussi pu comprendre
pourquoi un écheveau de laine teinte à la main peut coûter 20, 25, 30, 35 euros l'écheveau, en fonction de la base, en fonction des pigments, en fonction du travail de recherche aussi, parce que là, forcément, moi je savais déjà ce que je voulais faire, j'ai pas besoin de chercher, j'ai pas fait quoi que ce soit, mais le fait de faire des tests, le fait de tester ces pigments, le fait de tester ces bases, la réaction de ces bases, on n'est pas sûr du résultat. Du coup, ça peut être un peu d'une perte, l'air de rien. C'est aussi un temps qui demande beaucoup de temps. Quand on réfléchit à des couleurs, etc., c'est long. Il faut aussi penser qu'une teinturière peut avoir du marketing à faire derrière, forcément. Et quand on est teinturière, il faut vendre, donc il faut se faire connaître. Donc ça aussi, c'est un coût. Certaines teinturières, bon, ils travaillent chez elles, etc., ils n'empêchent, mais d'autres ont des locaux qu'il faut aussi payer, donc c'est aussi un loyer, etc., des taxes en plus, toutes les taxes. Pardon, mon chat a un petit coup de folie, excusez-moi. Donc oui, des taxes qui vont être, parce que vous en payez quand vous payez la TVA, mais en tant qu'entreprise, on a aussi des taxes à payer, donc en plus de tout ce travail, de tout ce temps, de cette recherche, ça fait beaucoup de coûts à prendre en compte, donc j'espère que le fait de faire cette vidéo, de vous avoir fait découvrir un petit peu ce monde de la teinture, vous montre aussi le travail et l'investissement que ça demande, la teinture à la main, que ça soit en particulier ou en professionnel en tout cas. Bon, je fais pas ça pour... je vous dis pas ça pour vous culpabiliser ou pour vous dire de pas vous lancer ou de pas tester. Moi, je m'en fiche. Je pense que tout le monde a sa place. Si vous avez envie de faire de la teinture, eh ben lancez-vous. Si vous pouvez vous le permettre, si vous avez envie ou si c'est juste pour découvrir, pourquoi pas. Moi, par exemple, je fais de la teinture, ça m'empêche pas d'acheter chez des teinturières, ça m'empêche pas d'acheter aussi des fois de l'industriel en fonction de mes besoins, de mes envies. Une teinturière que je vais aimer son travail, je vais aimer sa démarche, ça va pas changer du jour au lendemain parce que j'ai commencé à faire de la teinture. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, je pense que tout le monde a sa place, et je pense que d'un point de vue créatif, c'est bien d'essayer de nouvelles choses. Donc moi j'ai fait cette vidéo surtout dans le but de vous faire découvrir peut-être un monde que vous connaissez pas ou mal, de vous donner une approche. Après, le mieux c'est de tester, c'est-à-dire que vous aurez certainement pas de recettes spécifiques avec moi si j'en refais d'autres, parce qu'en fait je pense pas que le fait de vous donner une recette, dire faites ci, faites ça, mettre autant, mettre comme ci, ça vous aide, ça ne sert à rien. Le principe de la teinture et des arts créatifs de manière générale, c'est de s'exprimer. Donc c'est votre envie, c'est vos idées, c'est la façon dont vous voyez une couleur, je sais pas, une représentation d'un tableau, d'une photo que vous aimez ou quoi que ce soit, et vous avez envie de la mettre en écheveau par exemple, ça peut être une très bonne idée. Donc pour ça, il faut tester son matériel, il faut comprendre comment il fonctionne, et là, pour ça, il n'y a rien de mieux que de pratiquer en fait, tout simplement. Mais en tout cas, que ça soit en tout cas pour vous en tant que particulier ou en tant que professionnel, dites-vous que vous avez exactement les mêmes dépenses, les mêmes frais. Même pour les teinturières professionnelles, il y en aura plus. Ce qui explique le coût qui peut être plus ou moins élevé des écheveaux. Et aussi, du coup, la recherche qu'il va y avoir derrière, en fait. Vous aurez, de toute façon, même si je vous donnais une recette exacte, vous n'arriveriez jamais au même résultat que moi. Pour la simple et bonne raison que je ne vais pas m'y prendre de la même manière pour étaler les pigments, si je veux faire des speckles, je vais peut-être pas faire de la même manière que vous, même si je vous dis comment faire. Hein. Mon coup de poignet, la façon dont je vais répartir, la façon dont je visualise les choses, ça sera pas la même chose que vous. Donc ça sert à rien que vous donner une recette spécifique. Le mieux, c'est de tester. Il n'y a pas mieux, franchement. Par contre, pour tester, c'est bien d'avoir effectivement des bases, de savoir qu'est-ce qui est possible de faire ou pas faire. Après, encore une fois, comme d'habitude, le principe, c'est vraiment d'essayer de... C'est la fin de ce vlog, une journée de teinture avec moi. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à une partie de vos questions. Si ça vous a intéressé, si vous avez aimé, je pourrais vous montrer aussi différentes techniques que j'utilise pour faire des écheveaux plus variés ou à speckles, etc. Ça peut être le thème pour des prochaines vidéos.
Si vous avez d'autres idées ou d'autres questions par rapport à la teinture, des sujets que j'ai pas forcément abordés, qui peuvent vous intéresser, après je me dis, peut-être, j'ai pas forcément moi-même testé, mais pourquoi pas essayer de vous montrer des comparatifs entre différentes marques de teinture. Alors, par contre, si vous me posez des questions sur la teinture naturelle, ça, moi, j'y connais vraiment rien. Je peux essayer un peu de me renseigner, de voir comment ça marche, mais je pense que je ne serai pas la plus précise. Je pourrais vous donner des connaissances un peu exhaustives, vous expliquer globalement comment ça marche, hein, même si ça ressemble beaucoup à ça ressemble beaucoup à une teinture dite avec acide, mais j'y connais pas grand-chose. Donc voilà, je pourrais essayer de vous aider, mais là, c'est pas mon domaine, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous aura intéressé. Si jamais ce type de contenu vous plaît et que vous n'avez pas envie de louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Mais vous pouvez aussi commenter, liker, ça me fera très plaisir de voir vos commentaires et ce que vous en avez pensé de cette vidéo. À bientôt!